Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 18 novembre 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Noah, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Pour le moment. Pour le moment, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Oui. Alhamdulillah. Alors, notre ami Ahmed Garriga Hassan, aujourd'hui, il a choisi de continuer, donc toujours dans la lancée en solidarité pour la Palestine, toujours parler des personnages, des personnalités qui ont soutenu la Palestine. Et son personnage de cette fois-ci, il est algérien, il est né à Oued-Souf et il a assisté au premier congrès de l'Quds. Donc, on reviendra un petit peu sur son parcours. Et nous allons nous intéresser ce matin à la santé. Mina, la pneumologie, ça te dit? Oui, Tu mais... es très concernée, Bah oui. n'est-ce pas? Surtout en cette période, hein, beaucoup de personnes sont concernées. Beaucoup de personnes, sont, surtout celles qui sortent très tôt le matin. Voilà, effectivement. Alors si on en parle ce matin, c'est parce qu'il y a un congrès qui se prépare. Ça va se faire la semaine prochaine. Ça sera du 24 au 25 de ce mois. C'est un congrès qui a été qui sera plutôt organisé par la société. La Société algérienne de pneumologie. Donc c'est un colloque qui a pour thème la pneumologie à l'ère de la médecine personnalisée. Donc on va revenir un petit peu sur le programme de ces 2 journées de colloque. Et nous parlerons également de solidarité cette matinée. Alors tu connais la canne blanche? La quoi? L'association La Canne Blanche. Ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. Oui, Alors, oui. l'association La Canne Blanche, c'est une association très intéressante parce qu'elle cible au fait toutes les actions de solidarité. Alors, quand on dit La Canne Blanche, on pense bien entendu aux personnes non-voyantes, aux personnes malvoyantes. Oui. Et cette fois-ci, donc, l'association va faire une sorte de caravane, finalement, dans plusieurs wilayas d'Algérie pour justement apporter de l'aide et de la solidarité auprès donc des personnes non-voyantes, malvoyantes et particulièrement aux enfants. Voilà, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de matériel qui est mis à la disposition de cette catégorie de la société, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Voilà. Exactement. Voilà, donc c'est une initiative intitulée Une canne pour l'Afrique. Tant mieux parce que beaucoup de personnes n'ont pas accès justement à tout ce matériel. Exactement. Effectivement qui facilite un petit peu le quotidien. Oui. Et notre amie Samira Hadj Ahmar sera parmi nous comme chaque samedi. Cette fois-ci, elle va nous parler d'un classement d'un site archéologique, donc un classement comme patrimoine de l'humanité, comme patrimoine national aussi. Et ce site-là se trouve à Khenchela. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Sinon, il va faire toujours aussi chaud qu'hier? Bah oui, bon. Tu nous donnes un peu plus de détails quand même? Tu nous donneras quand même plus de détails. Oui, bien sûr, ouais, évidemment. Pas. Bien sûr. Allez, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc de retour. Tu vas nous donner finalement les détails? Oui. On n'a pas trop le choix. Hein. Non. Voilà. Elle est aussi monotone la carte que celle d'hier? Écoute, tant qu'il n'y a pas de pluie, je ne suis pas contente. Voilà. Ah ouais. Bah oui. Beaucoup de personnes ne sont pas contentes. Hein, oui, on est beaucoup, hein, on est de plus en plus. De plus en plus, nous sommes inspirés par Amal Larribi. Exactement, exactement. Un petit coucou à Amal. Un petit coucou à Amal, effectivement. Alors, il va faire quoi finalement? Il va faire, mis à part chaud, sur l'ensemble du pays comme hier? Bah oui. Bon, un petit peu de pluie, allez. Bah voilà, quand même. Mais Mina. à l'est, Oui, c'est pas grave, c'est que le plus important, c'est que ça pleuve quelque part dans le pays. Oui, mais bon, c'est quelques gouttes, quoi. Mieux que rien. C'est pas grand-chose. Allez, mieux que rien. Oui, bon, ça c'est clair. Voilà, ça s'annonce. Ouais, ça s'annonce. Allez, en attendant qu'il y ait, que les cartes arrivent, donc finalement ça va être aussi une journée week-end sortie à l'aise. Oui. Allez, ouais, on essaie quand même de voir les bons côtés des choses. Un petit peu comme hier, oui. Voilà, on essaie quand même Il fera plutôt beau, le bon côté de bonne des température. Choses. Voilà. Ah, quand même, c'est une carte un peu plus variée que celle d'hier. Oui, un peu plus variée, j'aurais aimé. Il y a quand même des petits passages nuageux, il y a quand même quelques petites gouttelettes.
Et on n'avait pas ça hier, tu vois, le luxe Oui, mais c'est aujourd'hui. ça, c'est les gouttelettes. Eh ben voilà qui font toute la différence. Oui, mais non, la pluie, là, c'est mieux. Inch'Allah, Voilà, Inch'Allah, on espère. on espère. Tu nous donnes un peu plus de détails? Avec plaisir. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Effectivement, ce sera un petit peu comme hier, à l'ouest et au centre, avec un ciel dégagé un peu nuageux. On notera quelques passages nuageux vers la partie est, avec possibilité de quelques gouttes de pluie, hein, notamment vers les côtes. Sur la partie sud, on notera un ciel voilé vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 24 degrés à Tizi Ouzou Tlemcen, 23 degrés à Alger, à Naba, on notera 21 degrés à Constantine, Betna, Djilfa, 22 degrés à Al-Bayadin Ama, on notera 28 degrés à Ghartaya, 27 degrés à Bachar, 30 degrés du côté de Tindouf, 31 degrés à Adrar et enfin 34 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme vers les côtes de l'ouest. Calme un peu agité sur le centre, agité vers la partie est avec des vents entre 10 et 25 km/h. À l'ouest et au centre, entre 30 et 40 km/h sur la partie est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, eh bien, on notera un ciel dégagé du côté de Mexico, voilé à Dallas, Miami, on notera des pluies à New York. Côté température, eh bien, on notera 11 degrés à Vancouver, 23 degrés en Californie, 11 à Dallas, 26 à Mexico et enfin 3 degrés seulement à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc on retient des températures plutôt agréables, hein, Oui, quand même, 23 durant la degrés, journée. c'est Il bon. fait pas très chaud, ça Non, va. non, non. Il fait beau, mais pas très chaud, effectivement. Pas très chaud, Donc, non. des 23 températures degrés, agréables. Ouais. Voilà. Bah, en attendant des jours meilleurs. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Après Tout celui de à fait. 19h, 9h30, pause café. Et voilà. Comme d'habitude. Et puis demain, pour moi, journal d'Algérie à partir de 8h. Demain. Voilà. Allez, merci beaucoup, Mina. Merci. À tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée. Et on se retrouve juste après.
Et de retour sur le plateau, et notre ami Ahmed Krieg Hassan nous rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum, naharoum Maroc. Sabah al-Anwar, comment ça va? Ça va, Bonne semaine? Oui, plus ou moins. Assez chargé? Oui, bien sûr. Peu d'activité? Pas maintenant, pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On en parlera tout à l'heure peut-être? Inch'Allah. Alors, on va continuer toujours sur la lancée de la Palestine. Ahmed, et on va toujours parler de ces personnalités intellectuelles, toujours qui ont marqué leur temps, mais qui ont aussi montré, ils se sont engagés effectivement en faveur de la cause palestinienne. Parce que déjà, donc, au lendemain de la guerre 14-18, donc il y avait tous les mouvements qui ont été créés, les Palestiniens sentaient le danger, donc ils ont essayé quand même de sensibiliser les gens qui étaient autour d'eux, donc les Arabes et les musulmans essentiellement, donc sur la question palestinienne, parce qu'ils voyaient que en face d'eux, il y avait un mouvement international qui était très fort, qui était doté matériellement, qui était financé. Il y avait aussi l'Empire britannique qui était en face, qui était derrière. Donc seuls, ils n'auraient jamais pu. Donc ils ont essayé de sensibiliser. L'une des premières actions et l'une des premières internationalisations de la question, c'était le congrès qui a été organisé autour de Al-Quds en 1931. C'est un congrès très important, on va peut-être à la fin en parler, mais il y a eu quand même deux personnalités algériennes connues qui ont assisté, qui ont participé au congrès. Il y a le petit-fils de l'Amir Abdelkader, l'Amir Saïd al-Jazairi, et il y a Cheikh Brahim Tfish. Aujourd'hui, on va essayer... Aujourd'hui, notre sujet principal. Exactement, parce que non seulement donc, il était engagé politiquement, donc, pour tout ce qui se passe, on va voir un peu, c'est une vie très particulière, mais aussi c'était un grand intellectuel parce qu'il a laissé un tas de livres, il a été l'un des premiers à se lancer dans l'édition critique des manuscrits arabes, donc, et il vient d'une grande famille de Bni Izgen. C'est le petit-neveu de Cheikh Mohamed Ben Youssef Tfish. Donc Mohamed Ben Youssef Tfish, il est connu, donc on y a consacré une rubrique, ça fait quelques temps, il est mort en 1914, on l'appelle le Qutb. Là, c'est la photo de Cheikh Brahim Tfish, donc c'est le petit-neveu de Cheikh Mohamed Tfish. Cheikh Brahim Tfish, donc il est né en 1888 dans le village de Bni Izgen, il apprend le Coran très jeune, et puis il se lance dans l'enseignement, et à un certain moment, il commence bien sûr à travailler et étudier. Il profite du moment où il vient ici à Alger pour son commerce, à étudier chez l'ami de son grand-oncle, Abdelkader al-Medjawi. Et puis il décide de continuer ses études, il part à Zaytouna pour étudier. De Zaytouna, donc il commence déjà très tôt une activité politique, il est membre fondateur du parti Doustour, présidé par un descendant des Algériens, Abdelaziz Taalibi. Donc il participe à la création donc il était très actif politiquement. L'occupation française décide de l'exiler et choisit de partir en Égypte. Là, c'est une deuxième vie. Donc, c'est toujours dans la lancée. Il continue à être avec les grands fondateurs du mouvement intellectuel et politique en Égypte. Donc, il travaille à Dar al-Kutub al-Misriya, c'est la Bibliothèque nationale. Et il se lance, donc il crée des papiers. C'est une photo, il est reçu dans un village, je crois, en Libye. Donc, on lit à la fin de la phrase Ya khayra qadimi, donc on ne lit pas le début. Lil maymouni ya khayra qadimi. Donc, ça doit être un vers. Et on le voit au milieu avec sa canne. Donc, il a une canne à la main gauche. C'est Cheikh Brahim Tfish. Donc, là, c'est quand il était vieux, il a été reçu. Donc pour dire l'importance du bonhomme, là où il partait, donc là où il était très bien reçu. Donc il était donc on comprend quand même que son travail a eu un impact quand même j'ai envie de dire, à un espace assez large. Donc pas seulement en Algérie, en Égypte, là où il a été exilé, mais finalement ses travaux, son travail a eu de l'écho dans le monde musulman. Il a été à un certain moment même ambassadeur de la sultanat de Oman. Donc il a représenté Oman. Donc à l'époque, dans leur tête, il n'y avait pas de frontières. Donc il suffisait d'adopter une idée ou d'adopter quelque chose. Donc pour faire partie, il n'y avait pas de problème. Et donc il répond en fait à la définition de ce qu'on appelle l'intellectuel. Donc c'est un homme de culture, c'est un homme de savoir.
et qui est engagé politiquement. Lui, il était engagé politiquement pour l'Algérie, parce qu'il avait en aversion le colonialisme français, il avait en aversion le colonialisme britannique, donc il a participé avec... il s'est marié avec une Libyenne, enfin une Tunisienne d'origine libyenne, qui ont participé contre le... Là, c'est la réunion quand il a reçu dans le même, c'est la suite donc de la première photo. Toujours en Libye. C'est toujours en Libye. Je crois que c'est en Libye, mais je ne suis pas sûr parce que c'est des photos que je trouve, Oui. je trouve On remercie dans les encore réseaux les internautes qui partagent ces photos parce que c'est magnifique, ça nous permet de retracer un peu. Mais là, j'ai pas pu identifier le lieu, c'est ou bien en Libye, ou bien en Oman, ou bien en Algérie, en Tunisie, je ne sais pas. Mais en fait, le plus important, c'est qu'il était reçu comme le grand savant, donc quelqu'un qui avait dont le nom était connu partout, parce que surtout à travers ça c'était devant l'ancien président d'Égypte, Jamal Abdel Nasser. Donc là, on le voit à côté. Et je crois que Jamal Abdel Nasser serre la main peut-être un prince du sultanat de Oman, d'après la tenue vestimentaire. Exactement, d'après sa tenue. Donc, et puis on arrive, enfin, on peut voir aussi peut-être quelques photos des livres qu'il a publiés. Donc, alors justement, lui, on a dit qu'il était un grand intellectuel, mais finalement, quels ont été les domaines dans lesquels il a le plus investi, dans lesquels il a le plus travaillé? Ça, c'est le Minhaj. Ça, c'est une revue qu'il a créée, donc, où il était donc, question de l'actualité politique du monde musulman. Donc, on y trouve des articles contre l'occupation française, contre l'occupation anglaise. Donc, partout, il était très sensible à spécialement à cette question. Et puis, il y avait aussi des questions, la préservation du patrimoine musulman, donc à travers l'édition critique des manuscrits. Donc, c'est un domaine où il a excellé parce qu'il a publié peut-être une dizaine, si ce n'est plus, d'anciens manuscrits qui étaient cachés, donc il les a mis à la disposition. Bien sûr, l'édition critique n'est pas une simple transcription, donc il faut lire, donc comme Kitab al-Malahin, c'est lui-même, donc tahqiq, on appelle ça en arabe, c'est tahqiq, c'est l'édition critique. Donc il faut remettre dans le contexte, il faut écrire l'introduction, il faut comprendre le propos. Et des fois, quand on ne sait pas lire parce que c'est des copistes qui copient les manuscrits, donc des fois on tend. Donc il faut vraiment, des fois, sur un mot, on est obligé de faire des recherches immenses. Donc c'est un travail très important, c'est un travail capital dans la valorisation du patrimoine. Et puis, il s'est aussi intéressé aux questions, donc par exemple, notamment, est-ce que l'Ibadiyya c'est des Khawarij ou pas? Donc lui, il a rédigé un livre qu'il a appelé « Al-Farq bayn l'Ibadiyya ou al-Khawarij ». Donc c'est des questions sensibles, donc vis-à-vis de sa communauté d'origine et sa position dans l'ère intellectuelle musulmane, donc au XXe siècle. Donc il fallait voir où est-ce qu'ils étaient. Ce travail a été, donc là c'est Di'aya ila Sabil Mu'minin, c'est un livre capital qu'il a fait. Et puis lui, il était dans la lancée de ce qu'avait fait son grand-oncle, le Cheikh Mohammed bin Youssef Tfaish al-Qutb. Donc il a fait un travail immense pour tirer un peu la communauté de sa réserve, de son isolement quelque part, et les remettre donc dans l'actualité. C'est ce qui a été fait. Et Cheikh Brahim Tfaish a continué parce que c'est devenu l'intellectuel du monde musulman, pas nécessairement de la communauté ou de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord, c'est le monde musulman parce qu'il a épousé toutes les causes. Et c'est cet engagement et les gens qui étaient à côté de lui, donc au congrès, pour revenir au congrès de Al-Quds de 1931. Donc il y a Mohamed Rachid Reda, il y a Abdelaziz Ta'aribi, il y a l'Amin Husseini qui est devenu le mufti de Al-Quds par la suite, et il y a Kashif Al-Ghata qui est le grand mufti des Shia, c'était la référence des Shia de l'époque. Donc il y avait tout, et puis il y avait même des représentants des chrétiens de Palestine, donc du rite orthodoxe qui étaient là. Donc il y avait 153 représentants. Il y avait même des représentants des Ouïghours, des représentants du Turkménistan, du Yougoslavie, de Turquie, de Tunisie. Tout le monde musulman était représenté. Donc, et on a quand même 2 Algériens, et non des moindres, qui étaient là pour représenter l'Algérie. Donc, le Congrès, bien sûr, il a compris
le grand problème de la Palestine. Donc, mais ils ont créé des comités partout dans le monde musulman pour la collecte d'argent. Et les musulmans, les comités ont collecté de l'argent. Cet argent n'est jamais arrivé parce que c'est les colonialismes qui sont opposés, donc notamment les Français ici ou les Britanniques en Inde. Là, c'est une autre couverture d'un autre livre. Donc, des fois, c'est des livres très particuliers dans des spécialités. Il a notamment aussi publié les travaux de son grand-oncle, donc il les a fait connaître, il les a publiés, en particulier Tafsir, le grand Tafsir de Cheikh Tfeyish, qui est connu maintenant. Il en a publié 3 volumes. Donc, quand même, il a publié aussi 2 ou 3 livres de son grand-oncle. Donc, c'est une vie pleine, donc c'est une vie d'intellectuel. Il s'est éteint en Égypte en 1965, donc c'est une vie assez longue. Donc, il est né en 1888, il est mort. Il a laissé des enfants, et 4 garçons, je crois, ou 5, et une fille. Donc, quand même, Cheikh Tfeyish, c'est une référence intellectuelle de l'Algérie du XXe siècle. Donc, voilà. Alors, pour revenir un peu au congrès, Ahmed, puisqu'on parle encore une fois de la solidarité, donc envers la Palestine, donc on voit que finalement en 1931, on voit que pratiquement le monde arabe, d'une manière générale, était sous le joug du colonialisme, d'une manière ou d'une autre, sous toute forme de colonialisme, qu'il soit protectorat, colonialisme, donc vraiment emprise militaire, toute forme de colonialisme. C'était vraiment la situation du monde arabe à l'époque, mais on voit quand même qu'il y a toujours cette double pensée. Donc la pensée vis-à-vis du devoir envers son pays, sa nation, son patrie, donc nous par exemple sous le colonialisme français, mais aussi toujours cette solidarité vis-à-vis des autres peuples opprimés, des autres peuples sous le joug du colonialisme, quelle qu'elle soit la forme du colonialisme. Donc on voit un peu finalement que même exilé du pays, mais finalement le combat pour tous les peuples opprimés a continué. Bien sûr, parce que quand on est dans la misère, on est plus sensible à la misère des autres. C'est tout à fait normal. Donc, on devient... Parce que quand on a vécu quelque chose dans sa chair, donc quand on la voit, on souffre doublement. Parce qu'on connaît, c'est pas de l'empathie toute simple, c'est pas de juste un peu d'humanisme, parce que oui, le pauvre. Non, mais on l'a vécu, on sait ce que c'est. Par exemple, quand on voit maintenant ce qui se passe à Gaza, on se rappelle tout de suite de ce que nous racontaient nos parents et nos grands-parents. Donc pendant la révolution algérienne, donc le bombardement des Français, le bombardement de l'OTAN en Algérie, donc le napalm qui a été jeté, les 2 lignes Charles et Maurice, donc les amputations, la souffrance de ces gens, on nous racontait. Au début, il nous suffisait d'imaginer, donc avec ce qu'on pouvait imaginer. On compare la faim avec la faim qu'on ressent pendant le mois de Ramadan, donc une journée de jeûne. Mais eux, ils jeûnaient peut-être une semaine, 2 semaines, donc ils n'avaient rien à manger. Mais on le voit maintenant à Gaza, parce qu'ils n'ont pas d'eau. C'est la soif. Donc c'est ce que nous racontaient les anciens. Donc il y a une période de sécheresse où c'est la traversée du désert, donc ils doivent s'exiler. C'est les camps de concentration. Il y a eu 69 camps de concentration en Algérie, 2 500 000 d'Algériens qui ont été internés dans ce genre de centres. Donc et puis la torture, on sait ce que c'est que la torture, parce que nous dans la commune, on a l'un des centres de la torture de l'époque française. On appelait ça Dar Nakhla. C'est le CFPA maintenant, à Bolloré. On le connaît, donc on nous racontait les gens quand ils entendaient les gens qui hurlaient à l'intérieur, qui hurlaient, donc ils étaient. Et on a lu donc tout ce qui a été repris. Donc on a lu ce que les gens ont pu révéler. Et on imagine donc les atrocités que par éducation, ils n'ont pas pu le dire, parce que bon, des fois, ça touche des parties très intimes, on ne va pas le dire. Mais là, on le voit à Gaza, donc c'est tout le monde qui voit ça. C'est tout à fait normal qu'on soit plus sensible. Eh bien, et quand on lit que des Algériens, déjà à l'époque, étaient engagés, bien que le pays était dans le besoin, ça nous fait... Ça veut dire qu'on fait partie de l'humanité, en fin de compte. Nous autres Algériens, on est sensibles à l'époque et maintenant, parce que tout simplement, c'est la cause des justes. La Palestine, c'est la cause des justes. Les gens qui sont pour la Palestine, c'est les gens justes,
c'est des gens équilibrés mentalement qui sont pour Voilà, c'est plutôt l'équilibre mental. Exactement. Effectivement, c'est plutôt l'équilibre mental parce que quand on parle aujourd'hui de l'entité sioniste, c'est une entité aussi qui a souffert lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui fait souffrir peut-être. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ce qu'on ne comprend pas. Exactement. Voilà. Alors, on revient au congrès, Ahmed. Donc, l'un des congressistes a écrit. Donc, c'est un recueil. C'est un recueil. C'est un recueil. Alors là, nous sommes en 1931. 1931, donc finalement une vingtaine d'années avant les génocides de Dir Yassin, n'est-ce pas? 1931. Mais là, c'était depuis 1919. Au début, il ramenait des gens, donc à titre individuel, mais après la guerre 14-18, donc ils ont commencé à amasser les gens, ils ramenaient beaucoup de gens, les Britanniques ramenaient beaucoup de gens qui étaient d'une confession particulière, donc ils les ramenaient en Palestine. Donc après le fameux Wa'ad Belfour, donc la promesse de Belfour, donc ça s'est un peu accéléré, et les gens ont commencé à voir, donc, surtout ceux qui étaient en place, que ça commençait à changer la démographie des lieux. Donc, il y avait un travail qui était fait, bien sûr, qui était fait par des gens puissants. Et les Palestiniens ont vu qu'ils n'avaient pas les moyens, à eux seuls, d'affronter ce contexte, notamment le changement du contexte géopolitique, parce qu'il y a le califat qui tombe en 1924, il y a la naissance de ces petits royaumes ici et là, donc il y a des gens qui sont choisis, ils sont bien sûr surveillés, ils sont manipulés. Donc c'est un peu le congrès musulman de 1931, c'est la réaction des intellectuels, parce que ce qu'on trouve dans les membres, c'est tout simplement des intellectuels, c'était des politiciens aussi, donc certains d'entre eux ont été premiers ministres chez eux, ministres quelque part en Iran, en Jordanie, mais donc ils étaient sensibles à la question, ils sont venus pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour le Quds. Donc quelques résolutions, quelques propositions, notamment la création d'une université de Quds, où tout le monde devait envoyer ses enfants étudier, donc pour voir un peu l'histoire du lieu et son importance, que ce soit de point de vue religieux, point de vue historique, pour l'humanité bien sûr. Bien sûr, il était question de ne pas écarter les autres religions, c'est tout à fait normal parce que c'est le lieu, donc des trois religions, il n'y a pas de problème. Et il devait aussi collecter de l'argent pour aider les gens à rester chez eux parce que au début, il y avait cette façon d'obliger les gens à vendre. Donc, il créait des contextes où les gens, les propriétaires, ne pouvaient plus rester. Donc, parce que si autour de vous, donc là, tout le monde part, donc il n'y a plus de gens comme vous, donc vous êtes obligés. Et puis si on vous coupe par-ci, par-là, donc vous n'avez plus accès à chez vous. Donc il y avait des moyens très perfides qui étaient utilisés pour obliger les gens à vendre. Donc ils devaient collecter de l'argent pour aider les gens à rester sur place. C'était l'un des premiers soucis. Et le travail a été fait. Oui. Donc il y a eu des donations, il y avait un prince musulman de l'Inde du Nord qui a donné à l'époque 1 million de roupies, mais cet argent n'est jamais arrivé parce que les Britanniques ont stoppé ce transfert d'argent. Les Français l'ont fait ici, donc tout le monde l'a fait chez lui pour arrêter ce flux monétaire qui devait aider à aider les Palestiniens à respirer un peu. Il y avait aussi le grand projet du train qui devait faire Istanbul-Médine. Donc il y avait cette ligne de chemin de fer qui a été aussi stoppée, mais eux ils se sont dit que c'est un bon investissement parce que ça permettait de réunir au moins le Moyen-Orient, donc ça permettait de le doter d'une infrastructure. Donc le projet a été saboté. Et tout le travail qui devait être fait autour de ça, donc les publications, le travail, la sensibilisation de la société. La stratégie coloniale est très palpable, donc diviser pour régner, donc ça ressort finalement à travers... Et la puissance intellectuelle. En fait, ce que l'on voit surtout, c'est le grand déphasage démographique qui a fait aussi que le monde musulman, le monde arabe,
n'ait pas pu peser dans la question, ou n'a pas pesé assez, disons-le comme ça, parce qu'il y avait aussi un grand déphasage démographique entre l'Occident et le monde arabe, parce que eux, ils pouvaient se permettre d'envoyer des contingents et des contingents, alors que chez nous, donc, il y avait un déphasage qui ne le permettait pas, surtout en Palestine, parce que c'est quand même une terre qui n'est c'est pas une terre fertile, donc c'est une partie du désert, donc démographiquement, ça a joué contre eux. Et voilà. Et maintenant, on voit aussi l'inversion du rapport démographique qui fait que, donc maintenant, on ne peut pas, on peut pas ignorer les Palestiniens parce qu'ils sont là et démographiquement, ils sont importants. Ils sont importants, que ce soit ailleurs ou en Palestine. Voilà, alors justement, pour revenir encore une fois au personnage d'aujourd'hui, un autre livre donc, qu'il a édité. C'est Muqaddimat Tawhid wa Shuruha. Ça, c'est le dogme islamique. Parce que comme lui, il a étudié, donc il est ibadite, il a étudié à Zaytouna, il a étudié à Al-Azhar. Donc il a cette ouverture d'esprit où il peut discuter du dogme de façon très éclairée parce qu'il a les différents angles de vision, donc ça lui permet d'avoir. Ça, c'est une belle photo où on le voit. Ça, c'est le congrès de 1931. C'est une photo très nette. Je l'ai retrouvée comme ça par hasard dans une page dans les réseaux sociaux. Et on le voit à partir de la gauche, 1, 2, 3. On le voit avec son habit, donc avec sa canne, et il a une serviette à la main gauche. Donc je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent le distinguer. À côté de lui, il y a un bonhomme un peu fort, Oui. donc avec une grande doura blanche et il a une tenue noire au-dessus. Donc on le voit, il est à gauche. Voilà, donc il a été question aujourd'hui de Brahim Tfeish. En tout cas, merci beaucoup, merci Ahmed, de nous avoir encore une fois fait découvrir ou redécouvrir ce personnage. On se voit la semaine prochaine. Inch'Allah, ya Rabbi. Toujours sur la même lancée. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Et cette fois-ci, on va aller du côté de la wilaya de Tizi Ouzou, dans le village d'Aïtouagour, particulièrement là où Feriel Hamdi s'est rendu. Alors, pour nous transmettre un petit peu l'ambiance qui y règne, puisque les habitants de ce village, donc ils sont en train de le réhabiliter de façon très gracieuse. Regardez le reportage. C'est tout le monde qui participe, les grands, les petits, un peu partout. اللي نعيطوا له يقول راني واجد يا با بروبليم سي تو الموند كو سوا يصدقوا هكذا الوعده دراهم ولا يكوتيزي ولا يا اوكان بروبليم لي زاني باس ايزون فيكو الاخر تاعهم الصغر تاعهم لي بارون تاعنا هنايا بون كاين حنا الكبار زدنا كاين اللي زادوا هنايا Après tant d'années vécues par les parents, on a fait une petite rénovation, ça remonte à une vingtaine d'années à peu près. Donc c'est un boulot très satisfait au niveau de la maison familiale. Récemment, on a fait une petite réunion au niveau des habitants
الاخر تاع جمعت اون دي تاع جمعت لي بارون خلاو الاخر لو نو هذا في لا كابيلي سي ريبوندو بارتو تاع جمعت سي كيك شوز دو فورميدابل بور كاع لي زابيتون on se réunit هكذا في الاخر تاعنا on pose ce qu'il y a comme quelque chose à faire on le fait entre les habitants les routes, l'éclairage, tout ce qui concerne la route par exemple. Bon, la dernière fois, il y avait l'incendie, il a touché pas mal de maisons, les forêts et tout. Bon, à chaque fois, on fait, chaque vendredi, ça remonte à un mois, on fait une petite collecte entre les voisins et ça. pour faire un petit accord pour les habitants. حنايا نخدموا كل الجمعة يعني من بكري حنا كنا نخدموا عندنا. On se réunit chaque vendredi, grands et petits. On a pris la relève de nos parents. On travaille tous ensemble pour embellir nos villages. Tout le monde est mobilisé. C'est tout le monde qui participe. Chacun de nous accomplit sa mission dans la mesure du possible pour préserver nos sites et notre village. Tout doit se faire sur la base du volontariat et du bénévolat. Ces jeunes ont insufflé une nouvelle dynamique dans les vieilles structures ancestrales. Assouplies et modernisées, les nouvelles instances villageoises permettent une synergie qui booste le développement durable en prenant en charge la résolution des problèmes que les citoyens rencontrent dans la vie de tous les jours. Et à présent, nous allons nous intéresser au dossier santé, puisque, comme je vous le disais ce matin, la semaine prochaine, Inch'Allah, du 24 au 25, il y aura le congrès autour de la pneumologie, à l'ère de la médecine personnalisée. Nous en parlons ce matin en compagnie des organisateurs, à savoir les représentants de la Société algérienne de pneumologie, à savoir professeur Rachida Khlafi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et parmi nous également le professeur Yassine Khalbi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, très bientôt, ce sera votre premier colloque, donc c'est le premier colloque de la Société de pneumologie. Mais avant de parler du colloque, parlez-nous un petit peu de votre société. Alors d'abord, je tiens à remercier Canal Algérie de nous avoir invités à parler aussi bien de notre société que de ce congrès. Alors la Société de pneumologie, c'est une société qui a vu le jour au mois de février de cette année. Cette société, elle englobe un peu tous les spécialistes de pneumologie sur le territoire national, de tout grade et que ce soit les privés, les santé publiques ou les hôpitaux universitaires. Alors depuis la création de cette société, nous avons fait beaucoup de formations continues, beaucoup de journées et beaucoup de thématiques. Donc on a un peu sillonné toutes les wilayas d'Alger. Très active, hein, donc oui. Finalement depuis le mois de février, n'est-ce pas? On peut avoir un aperçu de ce qui a été fait depuis le mois de février? Alors, depuis le mois de février, il faut savoir qu'on on s'est organisé au niveau de tous les territoires nationaux. On a 58 coordinateurs dans chaque wilaya. Donc 58 wilayas, donc finalement vous couvrez l'ensemble du territoire. Le territoire national. Donc, à partir de là, ces coordinateurs, on a des vice-présidents des différentes régions, à l'est, à l'ouest, au sud, qui organisent des journées thématiques. Donc ces journées thématiques, ça, comme cette année, c'est-à-dire ce jeudi passé, une journée thématique à l'occasion de la journée mondiale de la BPCO, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, professeur Benani, qui est chef de service et qui est vice-président. Donc il a organisé à l'occasion de cette journée mondiale à Oran. Et le 21, c'est le vice-président de la région Est, c'est le professeur Bougrida, qui va organiser justement, dans ce cadre-là, de la journée mondiale de la BPCO. Et ce sera une journée thématique qui va parler uniquement de la BPCO. Mais il y a eu à Sétif, il y a eu à Constantine, il y a eu à Naba,
il y a eu à Tlemcen, Mostaganem, où notre société a activé dans ce sens, dans la formation médicale continue, mais aussi l'apport des nouvelles thérapeutiques, c'est-à-dire la médecine personnalisée ou la pneumologie dans l'ère de la médecine personnalisée qui a trait à tout ce qui est nouveauté, nouvelles recommandations, nouvelles thérapeutiques, qui est destiné à certains patients de façon assez précise. Voilà, donc là, vous me tendez la perche par rapport à votre congrès, donc il va se dérouler la semaine prochaine du 24 au 25, donc un congrès sous le thème pneumologie à l'ère de la médecine personnalisée. Donc finalement, la médecine personnalisée, c'est quoi? Alors c'est l'un des progrès de la médecine et de la pneumologie, puisque c'est quoi cette médecine personnalisée? C'est qu'elle vise à adapter une thérapeutique spécifique à chaque patient qui présente une pathologie respiratoire. Donc il y a eu beaucoup de progrès sur le plan d'abord de la recherche. Il y a eu de nouvelles molécules qui ont été découvertes. Il y a plusieurs techniques de diagnostic. Donc chaque patient, on peut d'abord le diagnostiquer. Donc il y a des caractéristiques cliniques particulières pour chaque patient et sa pathologie. Il y a des caractéristiques par exemple génétiques, biologiques, environnementales. Donc chaque patient qui présente une pathologie, par exemple X, asthme ou autre, il présente ces spécificités de cette pathologie. On a 2 patients asthmatiques et chacun est là sa particularité. Il présente une particularité de cette maladie. Donc la médecine personnalisée vise justement à adapter une thérapeutique spécifique. Et l'intérêt d'avoir cette thérapeutique spécifique, c'est de pouvoir d'abord améliorer la qualité de vie, les symptômes et surtout le pronostic de la pathologie. Alors professeur Khlafi, vous me disiez pendant que il y avait la transition que durant l'épisode Covid, d'ailleurs on vous remercie encore une fois, même si alhamdoulilah aujourd'hui on reprend notre vie normale, que vous étiez submergé un petit peu par le travail au niveau du service. Est-ce que justement cet épisode Covid, parce que c'est vrai que c'était la spécialité, on va dire, touchée par la pandémie, est-ce que justement cet épisode a fait basculer un petit peu la réflexion dans la prise en charge de façon générale de toutes les maladies qui concernent donc la spécialité pneumologie? Ça nous a donné à réfléchir. C'est une pathologie nouvelle, donc nouvelle dans le monde et en Algérie. C'est une pathologie qui nous a posé beaucoup de problèmes au début pour le diagnostic. Après, il y a eu l'évolution des données, des connaissances, et donc on a pu diagnostiquer plus facilement ces patients. Les traiter, au début, on tâtonnait un peu pour le traitement. Après, on s'est rendu compte que il y a une certaine particularité de ces patients. Et oui, ça a aidé pour la progression justement de la médecine, de la réflexion en ce qui concerne justement les différentes pathologies. Et d'ailleurs, durant notre congrès, on a un atelier qui parle de la Covid-19 et ses séquelles. Oui. Ça, c'est très important parce que maintenant, heureusement que le nombre de patients a diminué, elle a vraiment diminué. Il faut savoir que la Covid-19, on a toujours des patients qui présentent cette infection. Mais le degré finalement... Ils ne sont pas aussi sévères. Et on a beaucoup de patients qui arrivent, qui consultent et qu'on suit parce qu'ils présentent ce qu'on appelle le Covid lent ou bien des manifestations respiratoires secondaires à leur pathologie, à cette pathologie, à cette infection qui dure dans le temps. Par exemple, on a des patients qui présentent une toux chronique. Il y a des patients qui présentent une fatigue inexpliquée, qui viennent nous voir. Il y a des patients qui présentent des séquelles quand même respiratoires, pulmonaires, telles que la fibrose. C'est des patients qui ont fait quand même des formes sévères. Donc on va en parler parce que maintenant c'est ce qu'on voit autour de nous, ce Covid lent avec toutes ces manifestations post-Covid au long cours chez ces patients. Et on va en parler justement pendant ce congrès. Alors, je reviens à vous, professeur Khelvi. Donc, le choix de la thématique, finalement, il s'est porté sur quoi? Alors, c'est très varié. Où on va parler de la bronchopneumopathie chronique obstructive, les maladies respiratoires. On va parler de cancérologie pulmonaire. On va parler des maladies infectieuses, on va parler de la tuberculose,
avec toutes les facettes en matière de prise en charge, de traitement, de nouveautés, mais aussi on va parler des maladies rares, comme l'hypertension artérielle pulmonaire, comme la fibrose pulmonaire et les pneumopathies infiltratives. On va parler un petit peu d'endoscopie interventionnelle. Il est très riche, c'est un programme qui est très riche, qui touche pratiquement toutes les nouvelles facettes de la pneumologie moderne. Et il n'y a pas que les pneumologues qui vont participer, il y a les autres disciplines qui vont, les autres conférenciers, d'autres disciplines qui vont être des conférenciers. Donc ça va être très, très riche, où il y a des conférenciers nationaux de grande valeur, mais aussi on a inclus aussi les autres sociétés savantes européennes, on a africaines, maghrébines, la Tunisie en particulier, et par ce biais-là, on va faire participer toutes les sociétés savantes et les associations au cours de notre congrès. Les associations de malades, les associations d'étudiants, les associations des utilisateurs, de tous les utilisateurs de la santé, et surtout, les sociétés savantes. Malheureusement, on n'a pas assez d'espace. La prochaine fois, on y réfléchira. Mais la pneumologie est une discipline médicale qui, quand même, elle est interdépendante avec les autres spécialités, parce que le poumon n'est pas seul dans le corps humain, il est lié à pas mal d'autres pathologies. Donc c'est un programme qui est très riche et varié, et on a essayé de donner, je pense qu'on va réussir ce premier congrès, la chance à tout le monde de participer. Voilà, mais ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment d'inclure la société civile, qui est un réel prolongement finalement de ce qui se fait, dans le monde, hospitalier d'une manière générale. Mais sinon, ce qui est intéressant aussi, professeur Khalafi, dans votre démarche, c'est un petit peu cette coordination que vous avez avec les autres sociétés, parce qu'on sait très bien que certaines pathologies se sont une prise en charge, j'ai envie de dire, multidisciplinaire finalement. Donc c'est un petit peu dans cette philosophie que vous êtes... Aucun spécialiste ne peut travailler seul. Oui. Il faut une coordination. Les organes sont liés. Le poumon est lié à tous les organes de l'organisme. D'ailleurs, on dit que le poumon, c'est la fenêtre de l'organisme. Donc, il y a le cœur à côté, il y a le cerveau, il y a les organes digestifs, donc il y a la neurologie, sans oublier, bien sûr, tout ce qui est réanimation, parce que quand on a des pathologies sévères, etc., nos patients vont très souvent, peuvent atterrir dans les services de réanimation. Et puis, il y a tous les médecins qui nous aident dans l'exploration de nos pathologies, de ces pathologies respiratoires telles que les radiologues. D'ailleurs, on a des radiologues, des professeurs en radiologie qui vont faire des conférences justement sur l'imagerie qui a bouleversé maintenant la médecine, l'imagerie très importante. On a les anatomopathologistes, on a les immunologues, on a donc les biologistes, les bactériologistes. Donc, c'est très important de travailler ensemble. Donc, et puis, avoir une coordination avec ces sociétés savantes, c'est très, très important. Aussi bien pour l'évolution de la médecine en Algérie, la prise en charge de nos patients, parce que finalement maintenant, on ne peut pas prendre un patient qui a un problème respiratoire seul. Il faut ce qu'on appelle des RCP, des réunions multidisciplinaires, pour prendre une décision pour d'abord la bonne prise en charge du patient et le suivi de ce patient, parce que parfois il nous arrive que chez un même patient, il peut avoir ce qu'on appelle une pathologie respiratoire avec ce qu'on appelle des comorbidités ou des complications secondaires à cette pathologie respiratoire. Et donc, c'est très, très important de travailler ensemble. Voilà, effectivement. Alors, à l'issue du congrès, bien entendu, vous allez en sortir avec des recommandations, certainement. Alors, comment vous comptez justement appliquer les recommandations sur terrain par la suite ? Alors, les recommandations seront établies, et ces recommandations, bien sûr, seront non seulement discuter entre spécialistes, entre les concernés, mais aussi doivent être transmises aux décideurs. Parce que les décideurs ont leur participation dans ce domaine. Ces recommandations, que ce soit le ministère de la Santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, différents domaines qui vont étudier avec nous d'éventuelles nouvelles recommandations qu'on doit appliquer sur le terrain dans le bénéfice du malade
et dans le bénéfice de la santé en général. C'est ça, ça sert à ça la recommandation. Et ces recommandations, bien entendu, seront un point de départ pour l'application à l'échelle nationale. Il ne faut pas que ça reste au niveau de la société, au niveau des pneumologues, que ça se diffuse à travers le territoire national pour qu'on puisse travailler sur une sorte de programme unifié, consensuel, et ensuite faire des évaluations. Ça sert à ça. Voilà. Quand on fait les congrès, on évalue. On évalue ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? On peut changer. Donc voilà à quoi ça sert les recommandations. Et je pense qu'il y en aura des recommandations. Parce qu'il y a pas mal de thèmes qui sont très intéressants, très innovants. Et j'espère que vous serez avec nous. La presse est cordialement invitée à ce congrès. Alors, il parle de responsabilité. Hein. Les médias ont leur part de responsabilité aussi. Hein. Vous faites partie de cet ensemble, de cet environnement national, que ce soit des associations, des utilisateurs, des étudiants, et bien entendu la presse qui va nous accompagner. Et c'est grâce à la presse qu'on va justement transmettre ces recommandations pour que ce soit expliqué, au moins expliqué. On reviendra, Inch'Allah, dans le plateau par la suite pour vous donner un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on a l'intention de faire. Voilà, effectivement. Mais sinon, en attendant le congrès, on l'a dit, la société est très active, donc beaucoup d'activités. Un événement juste avant finalement le congrès qui se prépare, n'est-ce pas, professeur? Oui, il y a un événement, il y a la journée de la BPCO, la Banque homéopathique chronique obstructive, le 21. Donc, comme vient de le dire mon ami Yacine, on est en train de faire un peu cette journée, on est en train de l'organiser un peu dans quelques wilayas d'Alger par l'intermédiaire de nos coordinateurs. Et puis, il y a aussi la journée au niveau d'Alger qui va se passer au niveau de l'INSP, où il y aura des thématiques justement sur cette pathologie. Pourquoi cette pathologie? D'abord, la journée de cette pathologie qui est la BPCO nous concerne particulièrement, nous les pneumos, parce que ça touche l'appareil respiratoire. Et puis il faut savoir que c'est une pathologie qui est fréquente, qui est souvent secondaire au tabagisme. C'est une complication du tabagisme. Et vous savez que le tabagisme maintenant c'est un problème de santé publique, que ce soit en Algérie ou dans le monde. Et cette pathologie, elle est souvent sous-diagnostiquée. Et quand les patients arrivent au stade de la maladie, parfois ils consultent un stade assez avancé. Parce que le fumeur qui tousse et qui crache et qui est un peu gêné, qui prend de l'âge, il ne vient pas consulter. Et donc ces journées sont très importantes, ces formations, et le faire justement organiser ces journées pour cette pathologie, c'est pour sensibiliser aussi bien les généralistes que les spécialistes, et particulièrement les généralistes, pour détecter cette maladie chez les patients, particulièrement tabagiques. Donc, quand ils viennent pour une consulter pour autre chose, il faut y penser. Il faut penser parce qu'elle reste silencieuse pendant longtemps. Et la particularité de cette pathologie, c'est avec le temps, elle va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique. Et c'est ce qu'on veut éviter. Effectivement. Donc là, on est pratiquement dans la médecine préventive, encore une fois. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, le congrès, ça va se passer le 24 et le 25 de ce mois sous le thème donc, pneumologie à l'ère de la médecine personnalisée. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Et ce sera au Sheraton. Ce sera au Sheraton. Merci beaucoup, professeur Yassine Khelbi, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Professeur Rachida Khelafi, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes tous les deux membres du bureau de la Société algérienne de pneumologie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et vous avez les salutations du président. Là, merci beaucoup. Merci. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat. C'est Myriam Damis qui s'est intéressée donc à toutes ces startups qui se font en collaboration avec notre diaspora. Je vous laisse voir ce reportage. On se retrouve juste après. Lors de cette deuxième journée, les experts algériens et étrangers ont partagé avec les étudiants leur connaissance des écosystèmes internationaux et leur expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un travail de networking qui sera assuré grâce à une nouvelle plateforme d'information lancée par l'association Diaspora, permettant de bâtir des passerelles entre les compétences algériennes ici et à l'étranger.
Aujourd'hui, la communauté établie à l'étranger ressent la dynamique qui a été initiée par les autorités du pays et elle souhaite s'inscrire pleinement dans cette dynamique. Et pour cela, ce que nous souhaitons faire, c'est créer des synergies entre notre communauté établie à l'étranger et l'ensemble des talents qui construisent tous les jours l'Algérie de demain. Nous allons annoncer le lancement d'une plateforme qui mettra en contact les porteurs de projets algériens avec la communauté établie à l'étranger. Ils pourront échanger via message, via des vocaux, assister à des webconférences et tout ça sur une seule et même plateforme, la plateforme de Diaspora. Porter un projet, c'est pas forcément évident parce qu'il faut comprendre le besoin qui est adressé. Tu vois, par exemple, tu peux avoir une offre sur un certain produit, mais finalement pas de demande. Donc il n'y a aucun intérêt à positionner des acteurs ou des entrepreneurs sur ce type de projet. Par contre, quand il y a des manques au niveau de l'offre, alors que la demande est importante, là, effectivement, Diaspora va se positionner pour accompagner les différents acteurs, identifier finalement les acteurs qui sont les plus pertinents pour adresser un problème et du coup, travailler sur leur business model, le mieux structurer, leur go-to-market. Un nombre croissant d'investisseurs établis à l'étranger expriment un vif intérêt pour investir en Algérie. Ils aspirent également à partager leur savoir-faire pour contribuer au développement économique. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais revenir en Algérie pour mettre à profit ces compétences et aider les entreprises algériennes à exporter et à ramener des IDE, des investissements directs à l'étranger, car je sais que c'est un des défis aujourd'hui de notre pays, de l'Algérie, pour pouvoir nous développer et Inch'Allah arriver au but que le gouvernement nous a fixé et que nous pouvons, je pense, largement relever, parce que l'Algérie, Inch'Allah, c'est un beau pays où on a énormément de compétences, de capacités et d'opportunités. Comment on s'organise justement pour rapatrier ses connaissances et ses capitaux en Algérie? D'abord, on ouvre le dialogue par des journées comme celle-ci où on va faire l'effort de repérer des projets à forte valeur ajoutée, de les accompagner et dans un second temps de les aider à rencontrer les bonnes personnes en vue de lever des fonds. On a des chercheurs qui sont dans des grands centres de recherche. Ils sont à la tête des centres de recherche. Si on récupère 10% de tous ces chercheurs, l'Algérie va devenir une puissance économique mondiale. Le climat d'investissement attractif et l'écosystème entrepreneurial favorable sont un must pour la création d'un riche tissu de start-up. Les experts ont relevé que l'Algérie pouvait être compétitive dans le domaine des applications utilisant l'intelligence artificielle, un domaine où les entrepreneurs établis à l'étranger peuvent apporter leur expertise au profit des porteurs de projets locaux. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc Meriem Damis qui s'est intéressée donc à l'investissement, à l'entrepreneuriat en collaboration avec notre diaspora. Et parlant encore une fois de la diaspora fait beaucoup pour notre pays, pour notre communauté, particulièrement dans le monde associatif. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre mouvement de solidarité à travers l'association Une Canne pour l'Afrique. Un représentant est parmi nous ce matin. Monsieur Nordin Amirouche, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Bonjour aux téléspectateurs. Marhaba. Bonjour à mon pays. Marhaba bik. Alors cette fois-ci, vous revenez toujours avec un projet au profit d'une catégorie de la société assez spécifique. Donc ce sont les non-voyants, les malvoyants aussi. Oui. Cette année, je suis venu une semaine avant, pour préparer le programme, l'expédition de fin d'année, comme chaque année. Et je suis arrivé un peu tout seul pour organiser toute cette expédition parce qu'elle sera assez longue. Donc il faut que tout se passe bien. Voilà, certainement. Alors, chaque année, ça se passe bien en tout cas. Oui, absolument. C'est devenu une véritable tradition. Donc on vous connaît, donc chaque année on vous voit, chaque année on vous rencontre. Une très très belle tradition. Oui, ça fait. Chaque année. Alors cette année, ce sont 3 wilayas qui sont ciblés, n'est-ce pas? Oui, on va faire Janet. On va arriver le 28 décembre, le 29 on prend l'avion pour Janet. On reste à Janet 3 jours, 3-4 jours, 3 jours je crois. On rentre à Alger et on fera avec la fondation Forem qui nous suit depuis presque 15 ans. Et on fait une expédition vers Tissemsilt. Et Tissemsilt, je crois que c'est la région la plus, on peut dire pauvre.
Il y a beaucoup de mendiants qui n'ont pas de matériel non-voyants, des non-voyants qui n'ont pas de matériel. Donc, on va à Tissimsilt, et puis après Tissimsilt, on va à Relizane. Je viens de rentrer de Relizane. Vous avez déjà fait votre plan de coordination avec les représentants de la région, de la wilaya de Relizane? Je suis allé hier à Relizane. On a été reçu par le directeur du DAS, le directeur de DGS. Et le Wali, il a mis à disposition tout ce qu'on a demandé. C'est vraiment super. On le remercie en direct. Et on ira pour faire 3 jours de stage sportif pour les non-voyants, et puis on donnera du matériel. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu votre programme. Donc, ce n'est pas seulement donner du matériel, mais entraîner à ce matériel. Donc, c'est ce qui est intéressant. Donc, ça va se passer comment, finalement, Pratiquement, le stage sportif? nous, on ramène du matériel, mais la chose la plus importante qu'on fait, c'est enseigner en envoyant d'être autonome. Enseigner en envoyant de faire du sport. Le sport est très important pour les non-voyants. Et enseigner en envoyant la mobilisation avec le matériel qu'on leur donne. Et puis il y aura avec moi des professeurs de non-voyants pour enseigner l'informatique, beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il faut quand même une pédagogie assez spécifique. Donc vous nous avez ramené une vidéo, on pourra probablement la voir ensemble et nous la commenter, n'est-ce pas? J'ai fait la dernière fois notre événement à Boulogne, on fait une... Voilà, ça, c'est l'année passée à Gardaya. On a été à Gardaya, on a fait un stage sportif de 4 jours. Et on a invité 3, 4, 5 wilayas. Il y avait Béjaïa, Biskra, Batna, Gardaya. On a appelé aussi Oran, mais ils ne sont pas venus pour le transport. Ils nous ont aussi bien accueillis. C'est le professeur Fernando qui enseigne l'informatique en envoyant. On joint l'utile à l'agréable. Ça, c'est l'école, une petite école de El Guerrera à qui on a donné du matériel didactique pour les enfants à qui voilà, c'est notre petit... Voilà, c'est émotionnant. Oui. Beaucoup d'émotions, effectivement. Alors, on a vu sur les photos donc, des non-voyants qui étaient en train de jouer à un jeu, finalement, un lancer de ballons. Donc, ce sont des ballons spécifiques. Ce jeu s'appelle Goalball. Oui. C'est un jeu, bien sûr, en Algérie, il marche bien, il marche assez bien. Il manque beaucoup de praticité, on dit ça, praticité. Il manque beaucoup d'informations, il manque beaucoup de... Mais ça marche bien. J'aimerais bien ramener en Algérie, petit à petit, le showdown. Le showdown, c'est le ping-pong pour les non-voyants. C'est drôle à dire le ping-pong, mais c'est un showdown. Et Inch'Allah, prochainement. Et donc c'est un matériel spécifique finalement. Qu'est-ce qu'il a de particulier finalement? Comment il peut permettre en envoyant de jouer avec et donc de l'utiliser? Alors il y a des ballons sonores, très importants et très chers aussi. Il y a des ballons sonores, il y a des masques pour couvrir les yeux parce que le ballon sonore il pèse 1 kg 250. Ah d'accord. Oui, et il est assez dur. Si on prend ça, le ballon sur ça fait mal. Donc, ils sont couverts. Il y a les femmes, ils ont aussi la couverture de la poitrine. Il y a aussi à Alger, il y a une équipe de jeunes filles qui pratiquent ce sport. Ils sont de l'Achor. L'année passée, on a fait un entraînement avec ma femme. On est venu ici. Il y a beaucoup de matériel sonore. Les aveugles utilisent beaucoup le sonore. Mais ce serait intéressant aussi de penser à constituer de véritables équipes qui pourront faire des compétitions. On a des équipes en Algérie. Voilà. On a des équipes en Algérie et prochainement à Relizane, il y aura Mostaganem, Biskra, Béjaïa, Gardaya et on va essayer d'inviter une équipe d'Alger. Comme ça, on va avoir un peu toutes les régions de l'Est, de l'Ouest et du centre. Alger, on est venu il y a 2 ans pour aller à Soudania pour faire un stage sportif.
mais il y avait les Jeux olympiques ou les Jeux méditerranéens. Donc c'est juste un petit décalage, ça va venir. Une autre vidéo, là on va voir aussi des jeunes filles qui font des activités, vous pourriez probablement nous les expliquer encore. Alors? Voilà, c'est les gens qui viennent avec moi, hein, c'est l'équipe. Ça c'est Alger, l'équipe, les jeunes filles d'Alger, on les a entraînées l'année passée. Ils sont assez. On essaye aussi d'enseigner le sport. Ça, c'est le goalball. Ça, c'est le goalball. C'est dans une salle, il faut qu'il y ait du silence parce que la balle, elle est sonore. Donc là, on fait appel à notre sens. Donc on fait appel à lui, effectivement. J'ai fait mon événement il y a un mois. On a invité notre ambassadeur et notre consul à Milan et de Naples aussi. Ils sont venus à Boulogne pour assister à l'événement que je fais chaque année. Et ils ont été vraiment super. En ce moment, je suis content de mon pays. J'étais toujours content de mon pays, mais ils me donnent plus. Pas matériellement, mais ils m'aident beaucoup. Et avant-hier, je suis venu aussi, j'ai ramené trois grands cartons. Et normalement, quand j'arrive, il y a toujours des problèmes à la douane, mais c'est fini, cela est fini, heureusement. Voilà, de toute façon, c'est pour la bonne cause, mais finalement, vous pensez, vous réfléchissez probablement plus tard à faire carrément des compétitions, du moment qu'il y a des équipes qui ont été constituées? Aller vers des matchs, vers des constitutions, pourquoi pas aux Jeux Olympiques pourquoi pas? Il y a eu, parce que du moment qu'il y a des disciplines qui sont instaurées pour le goalball, il est assez avancé aussi ici en Algérie, même si on ne le connaît pas. On a une équipe nationale algérienne qui fait le goalball. Elle a aussi participé au mondial au Portugal l'année passée. Nous, on a un master d'entraîneur. On est entraîneur de goalball de la fédération italienne, moi et ma femme. D'accord. Et on peut donner des enseignements, on peut dire ça, sans prétendre d'être supérieur. On ne veut pas que... Non. Vous avez des connaissances et vous les transmettez, c'est la chose la plus importante. On peut donner ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qu'on a appris, mais sans prétendre, je parle en italien, donc je pense en italien, donc c'est pour moi. Il n'y a pas de problème. On ne doit pas être supérieur à nos citoyens. Je veux rentrer sur la pointe des pieds pour enseigner ce que je sais, ce qu'on a appris, et toujours en écoutant ce que eux ont appris. Et je vois des matchs. De goalball ici, l'année passée, je vais voir prochainement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes dans notre goalball. Et puis, surtout, le matériel manque. Le matériel... Et justement, c'est dans ce sens que votre association le matériel active. Sportif pour un envoyant est très très cher. Il est cher, voilà. Un ballon de goalball coûte 80 €. De plastique, c'est de la gomme. C'est de plastique dur, ça coûte 80 € à l'étranger. Ici, ça va coûter plus parce qu'ils vont les ramener. Donc, des fois, je donne ces ballons, je les laisse aux équipes, pas souvent, mais pour le matériel sportif, ça coûte vraiment cher pour le donner. Mais d'autres matériels didactiques pour les écoles, canne blanche, ardoise en braille, coupe à rythme, montre parlante, tout le matériel nécessaire pour donner l'autonomie à un envoyant. Je le donne gratuitement, mais le matériel sportif est vraiment cher et on n'est pas aussi riche pour nous permettre d'acheter du matériel sportif et de le laisser. Mais on a beaucoup de matériel ici. Quand on fait des tournois, on utilise ce matériel. Voilà. Souvent, on le laisse aux équipes.
Voilà, en moins pour qu'ils puissent aussi continuer à travailler pendant votre absence. Alors, bien sûr, vous êtes là chaque année, donc vous venez chaque année, et chaque année, vous choisissez d'autres régions pour pouvoir profiter, donc les 4 coins du pays, mais sinon, vous avez des retours de ce que vous avez fait avant. Alors, comment vous voyez toutes ces équipes, comment elles évoluent finalement souvent, j'amène des non-voyants à Boulogne, j'amène des non-voyants dans notre institut. Moi, je travaille. Je participe à un travail dans un institut italien de Boulogne et souvent on ramène des non-voyants, ils font des stages dans l'institut donc ils apprennent beaucoup de choses qu'ils ramènent ici et eux-mêmes un bel échange d'expérience. Oui, eux-mêmes ils enseignent. Même l'ambassade de l'Italie maintenant, ils me facilitent les visas pour les non-voyants. J'avais un peu de problème, mais à la fin, à force de me battre, de me combattre. Après, on comprend l'enjeu, on comprend l'utilité finalement de tous ces... Non, parce qu'il faut les prendre en charge, donc ils payent seulement le billet d'avion et puis ils sont pris en charge par... Ils dorment chez nous, ils dorment dans l'institut, ils font le sport gratuitement, ils étudient gratuitement, ils payent seulement le billet de voyage. Et puis, donc, voilà. Et donc le rendez-vous est pris pour la fin de l'année? Oui, le 28 décembre, on sera ici à Alger, le 29 à Janet. Le 3 décembre, le 4 décembre, on sera 4, 5, 6 décembre, janvier, on sera à Tissemsilt. Et le 9 janvier commencera le tournoi de goalball à Relisen. Et puis on m'a invité à Oran pour une démonstration sportive pour les... Enfin, je resterai ici une vingtaine de jours. Finalement, je ne travaille plus. Donc je vais faire seulement ça pour les non-voyants. Alors on espère vous revoir à la fin de l'année ou au début de l'année pour revenir un petit peu sur ce qui a été fait durant cette période. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais bien remercier d'abord notre gouvernement qui me permet de faire ça. C'est très important. Je remercie la douane, notre président Tebboune, il est venu chez nous en Italie, à Rome, et on a parlé, j'ai parlé avec lui. Remercier le Wali de Relisen, il a été super. Il nous a accueillis chaleureusement. C'est très important. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite très très belle continuation. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté donc de la médiathèque Moustapha Kateb, là où une très belle exposition artisanale se déroule. C'est Friel Hamdi qui s'est intéressé à ce sujet. On se retrouve juste après pour la dernière station de cette matinée. Des cadeaux, de petits souvenirs, il y en a pour tous les goûts au Centre culturel Moustapha Kateb. Cette exposition fait office de vitrine d'un savoir-faire et permet aux visiteurs de découvrir tout ce que l'on peut réaliser avec des moyens simples et la panoplie de produits spécifiques à chaque région du pays. En général, on fait de la couture, on fait de la broderie aussi. On fait la touche, on essaye de faire la touche algérienne sur les poupées. On a touché presque toutes les wilayas. C'est un peu tout. Bon, on avait de l'expérience des colonies man. Et comme on a vu tout le monde a négligé ce métier, on néglige les tenues, on néglige les traditions d'autres pays, non. Alors on a voulu mettre la touche algérienne. Une exposition qui vise principalement à promouvoir, développer et faire connaître les activités de l'artisanat traditionnel, des métiers qui sont menacés de disparition. C'est une ancienne broderie de mes grands-mères, enfin. تعلمناها عليهم. حنا زدنا برك في les couleurs parce que دوكا طورت les couleurs تاع الصوف. Par exemple, on fait des mouches. في الصحراء كاين des mouches. On fait des palmiers, jérides. On fait des couleurs de sable, des couleurs de scorpions, les insectes, les canotemas, les lézards, les scorpions et tout. Ça fait partie de l'entourage de l'environnement.
dans la maison, c'est-à-dire qui se transmet de père en fils. C'est-à-dire بابا الله يرحمه كان يخدم وجدي ثاني c'est-à-dire mon grand-père et mon père. C'est un métier comment dire, je le fais avec passion. Parce que c'est un métier qui est dans notre famille, je pense qu'il dépasse les 4 générations. On l'appelle tefzing. Voilà. La preuve, elle est faite de 2 côtés. C'est une très belle pièce. C'est madame qui m'a ramené pour une petite réparation. Et voilà, de retour sur le plateau et notre amie Samira Hadjamar nous rejoint. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Tu vas nous emmener aux Aurès aujourd'hui? Oui, en attendant d'y aller personnellement sur le terrain. On va parler de Khenchla. Khenchla parce qu'elle est très importante. C'est pas très très loin d'Alger. C'est à peu près 410 km de la capitale donc. Et c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. 400 km. C'est quoi? Ouais, Il y a l'autoroute, c'est très bien. Oui. La route est très 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 jolie en plus. Oui. Et c'est pas très loin aussi de Betna. Donc de Betna, c'est entre Khenchla et Betna, c'est 100 km. Donc c'est une région riche en patrimoine, extrêmement riche en patrimoine. Il y a eu beaucoup de passages de civilisation là-bas et ils y ont laissé énormément de vestiges, de monuments et jusqu'à aujourd'hui beaucoup reste à découvrir. Alors il y a quelques jours, le ministère de la... On va d'abord dire qu'est-ce que c'est Khenchla? Ah oui. Tu sais comment ça veut dire quoi? Non. Alors Khenchla est parmi parmi mes villes cibles auxquelles je dois y aller. Parce que Khenchla, je ne l'ai pas encore visitée. C'est une ville qui doit absolument être visitée. Certainement. Elle a tout le potentiel historique et culturel. Oui. C'est une ville qui a donné à l'Algérie énormément de combattants, de martyrs, de moudjahids. Et bon... Il y en a qui disent que la première balle a été tirée là-bas le 1er novembre, ou alors à Betna. Mais toujours est-il que il y a eu beaucoup de martyrs. Voilà. Donc Khenchla, c'est la fille de Dirya. Dirya El-Kahina, selon la source. C'est Khen, c'est pour colombe. Ça veut dire colombe. Khenchla veut dire colombe. Oui. D'accord. Non. Non. On divise le mot. Voilà, la première syllabe Khen dans Ouhen veut dire colombe. Et j'ai là ou Salah pour paix. Donc Khenchla signifie simplement la messagère de la paix. D'accord. Voilà, mais c'est surtout la fille ou le fils de Dirya. Donc Dirya est très connue. Oui. Elle a livré bataille pendant des années pour conserver son territoire. Khenchla, c'est aussi la capitale militaire de la Numidie. Donc elle est surtout connue pour ça et pour Dirya. Donc c'est une terre où il y a eu 40. C'est indicatif de la wilaya. Voilà. Et donc c'est une terre où il y a eu énormément de conflits, de civilisations et aussi de religions. Les tribus les plus connues sont les Nenemcha et eux se battaient avec les Harakta. Voilà. Alors, il y a quelques jours, donc, la wilaya de Khenchla, par le biais de sa direction de la culture, a proposé à la Commission nationale pour l'inscription de sites et monuments au patrimoine national. Donc, un classement. C'est une très bonne chose parce que ça permet de conserver, bien sûr, conserver et de restaurer aussi ces monuments. Alors, je vais en donner quelques-uns. Oui. Donc, des biens situés dans les communes de Baraï, Ain Touila, Ouled Rchej et Cherchar. Alors, il s'agit entre autres du site archéologique Ktef, qui contient des monuments mégalithiques, le mausolée Sidi Belkacem et le siège de la municipalité au village de Tabr. Voilà. Alors, il y a un site en particulier qui m'intéresse et qu'on est en train de voir. D'accord. Ce sont des projets qui ont été déposés pour... Ce sont des dossiers. Des dossiers, voilà. Oui, pour un classement national. Pas encore. Donc, ils ne sont pas encore classés patrimoine national. Ils ne sont pas encore classés monument national. D'accord. Mais il y en a beaucoup qui ont été classés depuis l'indépendance de l'Algérie. Et parmi eux, le monument de Sédia, celui qu'on vient de voir. Alors, si on peut juste revenir sur la vidéo, s'il vous plaît, au niveau de la régie.
Si on peut juste revenir sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier Alors, Sedia est un monument. Alors, on dit aussi que on l'appelle Qasr Jazia à tort, parce qu'il s'agit d'un monument funéraire construit au IIIe siècle et il est situé dans la région de l'Henshir. Donc, actuellement, c'est le village Ouled Asdin, dans la commune de Mahmel. Il est à 5 km du centre de Khenchla. Donc, il faut savoir que partout à Khenchla, il y a des monuments et des sites archéologiques. C'est un tombeau d'un noble qui a habité Sedia, mais pas que lui, toute sa famille. Toute sa famille est enterrée avec lui. Il y a une épitaphe qui a été retrouvée, je vais la lire. C'est celle-ci Non, ça c'est les pierres qu'il y a autour. Normalement, c'est sur les colonnes. Hein. Alors, c'est à la mémoire de Caius, Lilius Saturninus, pour te dire si... Silioninus, fils de Caius, inscrit dans la tribu Papiria, il est de la colonie Sifutella et a revêtu tous les honneurs et pour ses descendants. Donc c'est un tombeau familial d'un noble qui a habité la région. Et alors c'était important pour eux de mentionner qu'ils avaient eu une vie très correcte, qu'ils avaient fait honneur à la région. Ils n'étaient pas bien sûr de la région. Alors c'est un tombeau, comment on va dire, c'est un mausolée. Alors l'architecture, il y a un mélange de corinthien, c'est romain. C'est romain. Et il est de forme hexagonale comme on l'a vu, il y a 2 colonnes, il y a une cavité, il y a un podium où on peut s'asseoir, hein. Mais non, c'est interdit, il est entouré d'une clôture. Voilà. C'est tant mieux. C'est encore une fois un souci de préservation. Voilà, il a été inscrit au patrimoine en 1999. Il est donc patrimoine national. C'est un exemple de site. Il y en a énormément. Et il y en a qui ont été classés. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui ne sont pas classés. Tout ça pour dire que la ville déjà qui est connue pour Hammam Salhin et Hammam el-Knif aussi. Oui. Pour le Mont Chélia, où il y a souvent c'est un tourisme de montagne en fait, un tourisme thermal, un tourisme culturel. Il y a absolument, on le voit à Hammam Salhin. Oui. Voilà. Donc c'est un endroit à visiter, mérite toutes les promotions en fait, culturelles, historiques. Il y a absolument tout là-bas. Certainement, surtout que Khenchla, donc on peut déjà visiter Khenchla, on peut visiter aussi les régions qui sont Betna, Constantine, Oum Bouakhi. Donc vraiment, on peut se faire un circuit très intéressant, parce que on a une histoire de plus de les millénaires. Plusieurs fois millénaires, plusieurs fois millénaires. N'est-ce pas? Donc on peut retracer et revivre l'histoire à travers tout. Et encore, tout n'a pas été découvert. Tout n'a pas été découvert, effectivement. Voilà. Et en pleine, on peut trouver des vestiges romains, des vestiges qui n'ont pas encore été datés. Il y en a énormément. Il y a un musée. La ville est très bien située et très bien faite. La musique là-bas, le plus connu c'est Rahaba, mais c'est aussi partagé avec Oum Bouakhi. Enfin, ils partagent énormément de choses. Il y a le tapis de Nenamcha qui est connu aussi. Ils sont connus pour la vannerie, il y a absolument tout. Donc le tapis, la vannerie, le cuir, le cheval aussi. Oui, le cheval, énormément de fantasia. Voilà. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Khenchla. On va y aller peut-être la semaine prochaine. Tu vois, on a pensé de la même manière, mine de rien. Allez, ce sera pour quand ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah. Si tout se passe bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Voilà. Alors là, nous avons de très belles images, des vestiges de Khenchla qu'on pourra voir ensemble. C'est la plaine. Et ce qu'on voit, c'est des sites archéologiques. Donc finalement, ce sont des sites qui méritent encore une fois d'être classés, qui méritent encore une fois d'être protégés. Parce que là, on voit quand même qu'ils sont à l'air libre. C'est un musée véritable musée à ciel ouvert. Mais comment faire? On va les mettre dans un musée, c'est impossible. On va juste déjà, c'est dénaturé. Et il faut savoir que tout autour et en dessous, il y a des choses à voir, à découvrir. Particulièrement dans l'architecture romaine qui est très particulière.
Elle est très jolie. Très jolie, en très fer, particulière. Donc, et souvent, alors vu qu'il y a eu la colonisation française, elle a connu de nombreuses, je l'avais dit, civilisations, entre autres ottomanes. Et la colonisation, il y a eu des fouilles. Et pendant les fouilles, il y a eu bien sûr des choses qui ont été déplacées. Et donc, on peut retrouver des choses qui n'appartiennent pas à la région. On peut les retrouver ailleurs, là-bas, et des choses qui appartiennent à la région, on peut les retrouver ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de déplacements, et notamment des gens qui ont utilisé ces pierres pour construire ou parachever leur maison. C'est-à-dire que ceux qui les mettent en encadré de la porte ou prennent carrément des murs. Voilà, Dihya a marqué les esprits. Qui a marqué les esprits. Considérée par les Omeyyades comme une prêtresse divine reste, mais sinon c'est une guerrière qui a fait honneur à la femme algérienne. D'où le pseudonyme Kahina. Kahina. Voilà. Et Dihya. Alors il y a un palais, il y a le palais de Dihya à visiter aussi. Il mériterait d'être classé et protégé. Une sorte de kasbah avec de vieilles maisons. Il y a aussi son palais, son qsar en fait. Qui est à Khenchla, qui mérite d'être... D'autres vestiges aussi? Oui, voilà. Nous avons d'autres photos? Oui, ce sont des monuments. Toujours des monuments. Voilà, de l'Empire romain. Alors là, on a vraiment besoin de sensibiliser encore la population par rapport à la valeur de toutes ces vestiges, n'est-ce pas? Tous ces vestiges que nous avons, parce qu'ils restent quand même exposés à l'air libre. Donc la sensibilisation est très très importante, l'éducation est très très importante par rapport à la préservation donc, de tout ce patrimoine. La préservation. Alors il y a un travail qui a été fait sur, par exemple, le monument qu'on a vu, Sédia, qui déjà quand on l'a découvert, c'était après la colonisation française, donc à partir de 1800. Je crois. Voilà, des travaux de restauration. Voilà, il a été restauré. Ça c'est des images à partir d'une étude qui a été faite, d'architecture bien sûr, en 97. Ils ont restauré. Alors, comment ils l'ont restauré? Ce qui se passe dans la région, je crois qu'il y a de l'eau qui passe pas très loin, et donc il y a un affaissement du monument, et donc il se tasse. Et alors, la première fois, ça a été fait bien avant, dans les années 60, il y a eu une restauration par l'Agence nationale d'archéologie. Donc, il y a une équipe qui est partie, qui a filmé. D'ailleurs, ils ont fait un énorme travail. Ils ont répertorié des choses là-bas. Et ensuite, ils ont démonté pierre par pierre le site. Et ils ont renforcé le sol. Et ensuite, ils l'ont reconstruit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait comment il est fait à l'intérieur, avec sa cavité, ses 2 colonnes. Il mesure à peu près 7 mètres de hauteur, un peu plus de 4 mètres carrés de diamètre. Et donc, il s'est une deuxième fois affaissé. Et là, dans les années 90, il a subi une deuxième restauration. Donc, il y a un travail qui est fait constamment. Et à chaque fois qu'il y a nécessité. Voilà, qu'il y a nécessité, mais c'est aussi très intéressant parce que tous ces vestiges-là constituent de véritables travaux de recherche pour les étudiants, d'ailleurs, qui s'y rendent déjà. Non seulement ça nous permet d'avancer dans les fouilles, d'avancer dans les recherches, mais aussi d'avoir des publications concernant tous les vestiges que nous avons, tout le patrimoine encore qui n'a pas encore été découvert, qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Alors, pour les découvertes, c'est les fouilles. Donc les fouilles, c'est les archéologues et les centres de recherche. Les étudiants, oui, effectivement, il y a énormément. En général, c'est leur thèse. Oui, ils choisissent pas spécialement à Khenchla, c'est partout. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux, parce qu'on récolte de l'information. Il manque un peu de documentation sur Khenchla, puisque je suis allée faire le tour des librairies à Alger. Peut-être qu'ils existent, en tout cas, j'en ai pas trouvé sur les 3-4 librairies. Mais ce serait intéressant d'avoir un guide guide touristique et culturel sur la ville de Khenchla. Voilà, effectivement. Donc, en attendant d'avoir un documentaire sur Khenchla, tu nous as habitués aujourd'hui, Samira, c'est bon. Non, mais c'est vrai, elle mérite. La ville mérite, la wilaya mérite, mais pas qu'elle, toute la région, mais un peu plus Khenchla. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Samira de nous avoir emmené cette fois-ci du côté de Khenchla en attendant de revenir avec un joli documentaire. Merci beaucoup, Sam. Merci. On se retrouve samedi prochain. Peut-être. Inch'Allah. Peut-être, oui. Inch'Allah, bien sûr. Merci beaucoup, Samira. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez dès demain notre ami. J'en connais pas. Moi aussi, je ne reconnais pas. Radia Boulmaali à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.
pour une femme qui meurt dans les rues. C'est une chanson pour un homme qui cherche le spleen. C'est une chanson pour un cœur qui crie Palestine. حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. Yeah.